Pont-Neuf, magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, François Hesbourg pour son livre Le temps des prédateurs, paru aux éditions Odile Jacob. François Hesbourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes spécialiste de géopolitique, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Votre livre est un constat, et un constat inquiet, sur ce que vous appelez le temps des prédateurs, en même temps qu'un appel à rassembler toutes les forces pour résister à la prédation. Alors, les prédateurs, ils sont identifiés dans votre livre, ils sont trois, pardon. C'est la Chine, les États-Unis et la Russie. Ils sont plus ou moins avancés dans leur velléité de prédation. Les cibles ne sont pas les mêmes, mais il y en a une qui est commune, et c'est l'Europe. L'Europe n'est pas souhaitée par ces trois pays. Elle doit être affaiblie, elle doit même être détruite, c'est ce que vous dites. Oui, la Chine, la Russie et les États-Unis sont des pays évidemment très différents, idéologiquement, politiquement, économiquement. Il y a très peu de points communs. Mais ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont vraiment pas envie de voir l'Europe s'unir. Et Donald Trump parle de l'Union européenne comme d'un foe, d'un adversaire, d'un ennemi. Et la Chine ne rêve que d'une chose, c'est de faire sentir son influence économique et politique jusqu'au fin fond de nos campagnes. Et quant à la Russie, elle aime tellement l'Europe qu'elle voudrait qu'elle s'étende de Vladivostok à Lisbonne. Alors, je ne suis pas sûr que ce rêve-là soit partagé par les Lisboètes, même si les gens de Vladivostok préféraient sans doute être considérés comme Européens que comme étant à leur tour des proies pour la Chine toute proche. Alors, ces prédateurs ne sont pas non plus forcément des ennemis. Un prédateur, c'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui a envie de se nourrir d'une façon ou d'une autre. Et on peut être prédateur et allié. Cela peut surprendre, mais vous prenez le cas des États-Unis, un pays avec lequel les États européens entretiennent des liens d'alliance anciens et nécessaires, j'ajouterais. Et quand vous regardez comment se sont comportés les États-Unis avant et pendant la Première Guerre mondiale, où ils ont combattu à nos côtés, mais c'était toujours il faut payer rubis sur ongle, pas question de pardonner la moindre dette, et l'Europe, on va la refaire à notre manière, pas à la vôtre. Ça, c'était l'Amérique de Wilson à l'époque, et le contraste d'ailleurs est complet par rapport à l'Amérique de Roosevelt, à la veille et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui lui n'a pas été un prédateur, qui lui a été non seulement un allié, mais aussi quelqu'un qui voulait nous considérer comme un partenaire plutôt que comme une proie. Parce que au fond, on peut être prédateur à tour de rôle, et on peut être prédateur sans être nécessairement les mêmes, parce que vous expliquez que l'Europe vous paraît menacée par ces trois entités. Mais ces trois entités ne sont pas semblables. Il y a une démocratie, les USA, il y a une dictature, c'est la Chine, et il y a un empire, c'est la Russie, et c'est pas la même chose. Et c'est effectivement pas la même chose. Alors d'où m'est venue cette idée de parler de prédation? Tout simplement parce qu'on a vécu au 19e siècle une période qui était, en dehors des épisodes napoléoniens, qui était le siècle de la prédation coloniale, la prédation notamment des Européens, des Russes, des Japonais, des Américains en Chine. Vous aviez une Chine qui à l'époque était soumise à l'exploitation politique et économique
de l'ensemble de ces pays. Même un pays comme la Belgique ou comme l'Autriche-Hongrie avait des droits extraterritoriaux en Chine et se payaient sur la bête. Ça ne voulait pas dire que les Belges étaient les ennemis de la Chine. Non, ils voulaient tout simplement, effectivement, profiter du plat qui se présentait devant eux. Et le risque pour l'Europe, c'est de devenir au XXIe siècle ce qui est arrivé à la Chine au début et pendant le 19e. C'est ça ma hantise, c'est ça qui... Mais la Chine s'est rattrapée quand même depuis. Et la Chine maintenant, elle est passée du statut de proie qui a été le sien jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à la fin de la guerre avec les Japonais en 1945 et la guerre civile qui s'en est suivie jusqu'en 1949. Mais depuis lors, la Chine est devenue une superpuissance. La Chine a une revanche à prendre. La Chine ne nous aime pas, évidemment. Et pour ceux qui croiraient que tout est pardonné, non, dans les écoles chinoises, on apprend aux enfants combien les Occidentaux sont mal comportés au XIXe siècle, ce qui est parfaitement exact d'ailleurs, c'est pas un mensonge d'État. Et les guerres de l'opium, le sac du palais d'été par les Français, les Anglais, et ainsi de suite. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne cherche pas à Pékin à tranquilliser, à rapprocher. On cherche au contraire à exciter. Je vais vous donner un petit exemple. Vous vous souvenez de l'incendie de Notre-Dame, au mois d'avril 2019. Et je me suis intéressé à la réaction sur les réseaux sociaux et dans les médias de façon plus large. Ah, les Chinois ont été atterrés parce que pour eux, c'était quand même l'endroit où ils allaient pour se photographier absolument. Dans les mariages. Alors, dans les premières heures, et c'était ça qui est intéressant, c'est que comme c'était une information qui était inédite pour tout le monde, personne n'avait évidemment pu préparer des opérations d'information, préparer des infox et des trucs comme ça. Tout le monde était sur la même ligne de départ. Alors, vous avez eu 3 catégories qui sont distinguées. La première, pas très surprenante, l'extrême droite, à la fois française et américaine, qui s'est tout de suite livrée à des théories sur le rôle des musulmans dans l'incendie de Notre-Dame. Vous aviez les Russes qui ne savaient pas trop sur quel pied danser, donc ils lançaient tous les réseaux sociaux de second niveau sur le coup, en essayant de créer un maximum de confusion. C'est la photo gilet jaune, c'est la photo pape, c'est la photo Pierre, c'est la photo d'islamiste aussi, au Tchétchène, enfin, en veux-tu, en voilà. Et puis alors, les Chinois, c'est passé exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire pour les Chinois, c'était quelque chose qui leur parlait. Et il y a eu en l'espace des 10 ans 100 millions de touristes chinois à l'étranger, une bonne partie est allée à Paris, et chacun des touristes chinois à Paris a fait son selfie devant Notre-Dame. Il n'y a pas une famille en Chine qui n'ait pas un selfie quelque part avec un membre de la famille à Notre-Dame dessus. Et donc les premières heures, ça a été sur Weibo, sur WeChat et ainsi de suite, c'était plein d'empathie. Comme ce n'était pas dirigé contre le parti, et comme rien n'a été préparé à l'avance, et la censure n'a pas joué sur le moment. Mais il fallait évidemment que le parti... Ils n'ont pas été quand même jusqu'à faire des dons pour la reconstruction. Non, mais le parti a fallu bien sûr rappeler quelle était la ligne. Alors ça s'est traduit dans les 12 heures qui ont suivi les fêtes, par l'élaboration d'une ligne éditoriale dont vous trouverez le texte en anglais dans le Global Times, qui est l'équivalent de Valeurs Actuelles, si vous voulez, en Chine, en termes de lignes ultra patriotiques et communistes dans le cas du Global Times. Et alors démonstration en 3 parties, 100 mots chacune. C'était vraiment très court. Première partie, c'est horrible ce qui est arrivé. C'est une tragédie, pas seulement pour les Français, mais aussi pour l'humanité tout entière. Deuxième partie de la démonstration, donc aussi pour la Chine. Et comme c'est une perte pour nous, comme pour les autres, les Français devront rendre des comptes sur ce qui s'est passé. Ah bon? Ah ben oui, on passait du registre compassionnel au registre inquisitorial.
Et puis le troisième paragraphe, c'était « Oui, mais ces enfoirés de Français, ils vont jamais dire la vérité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Après tout, ce sont eux qui ont fait le sac du Palais d'été en 1861. » D'accord. Et voilà comment, en 300 mots, la population chinoise est invitée à transformer son mouvement, son émoi, en haine. Alors bon, sans les procédés d'une dictature, mais oui. Il y a quelque chose que vous expliquez dans le livre, c'est que, par exemple, pour les États-Unis, les moyens de domination s'évaluent surtout en termes de technologie de l'information, de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, et demain, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et sur ce terrain, vous expliquez que le retard de l'Europe est irrattrapable. Mais sur ce terrain aussi, les Chinois, les Chinois ont plus qu'une longueur d'avance. Alors, il faut attention, parce que ça dépend du domaine dont on parle. Si vous parlez en général d'intelligence artificielle ou des réseaux sociaux, c'est parfaitement exact. La Chine et les États-Unis nous dépassent et de très loin. Mais l'Europe a quand même de beaux restes. Et par exemple, lorsqu'il s'agit de développer le réseau des réseaux, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'économie en ligne de fonctionner. Aujourd'hui, c'est la 4G, demain, c'est la 5G. Qu'est-ce qui sait faire de la 5G dans le monde? Il y a deux endroits. Il y a la Chine, avec Huawei, ZTE, et il y a l'Europe, avec Nokia et Ericsson. Les Chinois font tout leur possible pour essayer de convaincre les Européens qu'il ne faut pas fabriquer de la 5G européenne, mais qu'il faut acheter chinois parce que, entre guillemets, c'est moins cher. Évidemment, il est difficile de lutter à armes égales quand une entreprise chinoise répond en finale à l'État chinois, et les prix sont pas les prix d'une économie de marché. Hein. On est dans un autre univers de fixation de prix. Et jusqu'à l'affaire du Covid, les Chinois étaient pas mal partis pour réussir. C'est-à-dire qu'on allait, nous, les Européens, renoncer à un domaine technologique où nous tenions la dragée haute par rapport aux Américains et où nous étions à égalité par rapport aux Chinois. C'était la 5G. Alors, dans ce combat, on y est toujours, si j'ose dire. Mais on va changer de côté pour évoquer un autre sujet, c'est la Russie. Et la Russie, alors vous dites qu'elle passe son temps à réécrire l'histoire. Elle fait en fait du révisionnisme, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, où elle dit que l'URSS n'a pas envahi la Pologne en septembre 39, que la Pologne a plus collaboré qu'on ne le dit, etc. Ça, il y a longtemps qu'ils le disent, d'ailleurs. Mais là, ils le disent encore plus fort. Ils le disent plus fort, et à tous les niveaux, y compris le niveau présidentiel. Quelque part, entre guillemets, il faut les comprendre. Et le présent de la Russie est quand même moins glorieux que le passé des tsars et de l'Union soviétique. La Russie, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le produit intérieur brut de l'Espagne. C'est 2 fois le budget militaire de la France, ce qui est pas mal, mais enfin, c'est pas les États-Unis ni la Chine. Hein. C'est une situation stratégique qui est évidemment beaucoup plus médiocre pour la Russie qu'elle ne l'était à l'époque où les divisions soviétiques stationnaient au centre de l'Allemagne, à 2 étapes du Tour de France, pour reprendre la formule du général de Gaulle. Ce présent relativement médiocre, on comprend que les Russes veuillent l'effacer. Ils y arrivent d'ailleurs pas mal à certains égards. Leurs opérations militaires en Syrie ont été d'une efficacité remarquable. Leur prise en main de la Crimée quelques années plus tôt a été au plan stratégique d'une élégance extraordinaire. C'était une chose épouvantable. C'était un Anschluss, pour faire court. Mais ils l'ont fait
de façon absolument remarquable, avec un minimum de casse et un maximum d'efficacité. Alors cette Russie, elle est relativement faible par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes, et même à certains égards par rapport à nous autres. Mais il se trouve d'abord qu'elle est près de nous. C'est donc le problème le plus immédiat auquel nous ayons à faire face. Pour faire un parallèle avec un autre sujet, la Russie, c'est le temps qu'il fait, alors que la Chine, c'est le changement climatique. Lorsque vous habitez à côté de la Russie, comme les Polonais ou les Baltes, vous vous intéressez plus au temps qu'il fait qu'au changement climatique chinois. Alors, ça se comprend. Autre glissement que vous observez, c'est sur le Proche-Orient, et vous dites Washington, vous allez un peu fort là, Washington n'est plus qu'un acteur parmi d'autres en Syrie. Vous parlez bien de la Syrie, pas du reste. Bien sûr. La Russie étant devenue le pays pivot. Ils sont devenus le pays pivot, oui. L'Égypte regarde vers la Russie, alors même que les États-Unis la financent. Lorsqu'il s'agit de faire la guerre en Libye contre les Turcs, l'Égypte travaille avec la Russie, pas avec les États-Unis. Et en Syrie, bien entendu, c'est la Russie qui est l'arbitre, c'est la Russie qui a sauvé la mise à Bachar, et c'est la Russie vers laquelle sont contraints de se tourner les partenaires syriens et hezbollahi de Bachar. Et il y a 10 ans, quelqu'un qui aurait écrit « Les États-Unis ne seront plus le pays pivot dans le Levant, mais ce sera la Russie », cette personne aurait dit « Mais vous êtes fous, c'est pas possible. Ce sera évidemment toujours les États-Unis. » Et là, le changement, le glissement, il s'est pas fait sous Trump. Il s'est fait sous Obama. Ça a été la décision d'Obama en 2013 de ne pas intervenir en Syrie. De ne pas intervenir alors qu'il avait tracé une ligne rouge. Il avait tracé explicitement une ligne rouge. On ne peut plus clair. Le problème des lignes rouges, c'est qu'à partir du moment où vous les tracez de façon claire, si vous ne les respectez pas, vous perdez évidemment en crédibilité. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez prévues dans ce livre, mais vous n'aviez pas prévu la crise sanitaire qui nous tombe dessus. Comment vous voyez l'impact, il nous reste quelques minutes malheureusement, l'impact du coronavirus sur cette organisation géopolitique? Est-ce que ça n'a pas entièrement redistribuer les cartes? Alors d'abord, objection, votre honneur. Et je fais partie des gens qui ont participé à la rédaction des livres blancs sur la défense et la sécurité nationale en France au cours des 12 dernières années. Et le risque de pandémie a toujours été cité comme étant une des principales menaces qui nous pendait au bout du nez. C'est comme les tremblements de terre. On sait que ça risque de se produire dans les zones sismiques. On ne sait pas dire où et quand exactement. Mais le fait qu'il y ait une pandémie ne pouvait pas être une surprise. Mais vous êtes d'accord que ça va redistribuer les cartes? Non. Attention. Et que les acteurs ne sortiront pas dans les mêmes positions qu'ils y sont entrés. Deux choses. D'abord, tout le monde est affaibli. Tout le monde est affaibli. Tout le monde perd dans cette affaire. C'est comme la crise des années. Il y en a qui perdent moins que d'autres. Mais il y en a qui perdent moins que d'autres. C'est la première chose. Mais personne ne s'en renforcer. Ça, vous pouvez pas dire, tiens, il y a du schmoll qui a gagné en puissance et en prospérité à l'occasion du Covid. Pas vrai, il y en a pas. Tout le monde a plus faim. Les prédateurs ont plus faim qu'avant. Donc le phénomène de la prédation, il est renforcé. Les politiques chinoises, américaines et russes que j'ai décrites, elles sont mises sur le turbo. Et vous le voyez bien avec l'affaire de la Chine. Les relations franco-chinoises, par exemple, étaient destinées à s'aggraver avec la pression accrue des Chinois à partir du milieu de l'année dernière à cause de l'affaire de la 5G que j'ai évoquée. Bon, ça allait prendre 2 ans, 3 ans. Mais au lieu de prendre 2 ou 3 ans, ça a pris 2 à 3 mois. C'est un effet accélérateur de la
de la pandémie. Quel est le pays qui sort le moins malmené de cette crise sanitaire? Alors, au risque de vous décevoir, il est beaucoup trop tôt pour le dire, et je fais pas du Chou and Lie lorsque Malraux lui demande ce qu'il pense de la Révolution française. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Non, c'est beaucoup trop tôt parce que on voit la pandémie qui redémarre très fort aux États-Unis, stabilisée avec difficulté en Europe, mystérieuse en Chine. Très honnêtement, et si vous faites la bonté de me réinviter dans 2 ans, je pourrais peut-être commencer à répondre à cette question. Mais ce que je peux malheureusement vous dire d'ores et déjà, c'est que l'Amérique a perdu son statut de grande puissance. De puissance leader. Non, il n'était plus la seule superpuissance. Et le coronavirus confirme cet état de fait. Mais la Chine n'est pas sortie renforcée de cette affaire. Mais la Chine a davantage faim. Une Chine qui fait 1% de croissance au temps du coronavirus, au lieu de faire 6 ou 7% comme l'année précédente, c'est une Chine qui a envie de régler des comptes. Ça explique en grande partie la très grande agressivité chinoise à l'encontre de l'Inde, à Hong Kong, vis-à-vis de Taïwan, vis-à-vis des Européens. Vous avez des ambassadeurs comme celui qui est à Paris, qui passe son temps à dire qu'on a fait crever exprès les vieux dans les EHPAD. Enfin, comme dirait l'autre, la diplomatie de la Chine à l'ère du Covid, c'est pas piquer des hannetons. Mais ça ne veut pas dire que la Chine est plus forte. Ça veut dire que la Chine devient plus agressive. Et le fait, malheureusement, est que pour les États-Unis, ça risque fort d'être la même chose. Alors, je vous inviterai, si j'ai toujours une émission, dans 2 ans, parce que ça m'intéresserait. Mais il y a une toute dernière question, et vous avez vraiment 1 minute pour y répondre, même pas. Vous dénoncez la prédation qui s'exerce contre l'Europe, et après vous avoir lu, on se pose la question, est-ce que ce qui a véritablement nui aux Européens, plus que les pays prédateurs, ça n'est pas la défection du Royaume-Uni et ce qu'on a appelé le Brexit? Bon, l'Europe est moins forte sans le Royaume-Uni, ça c'est assez clair, c'est mathématique, hein. Mais à l'inverse, l'Union européenne a su résister à ce choc comme à d'autres, et après des débuts tâtonnants et hésitants, elle est parvenue à répondre, alors là, au défi économique et social du coronavirus, avec beaucoup de vigueur, toujours avec beaucoup de débats, de discussions. Ça, c'est le propre de cet assemblage hétéroclite qu'est l'Europe. Mais elle parvient toujours, à la fin, à bâtir une position commune, et dans le cas d'espèce, plutôt forte. Merci François Hesbourg, c'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Nous recevions aujourd'hui François Hesbourg pour son livre Le temps des prédateurs aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cet entretien sur radioj.fr. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.